Yokkute qui veut dire croissance, qui veut dire évolution, qui veut aussi dire développement, vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, le leadership et l'indépendance financière. Elle ira à la rencontre d'éminents penseurs et experts dans leur domaine afin qu'ils nous partagent leur expertise, leur savoir et leur vision du monde. Bonjour à tout le monde. Alors moi, c'est Priska de Medeiros Sadio. Je suis maman, épouse, je suis aussi employée, mais aussi entrepreneur. Alors, comme aujourd'hui, on parlera justement de la vie conjugale et de l'entrepreneuriat, donc je me sens vraiment dans ce sujet-là. Parce que des fois, ça peut être vraiment difficile de pouvoir allier tout ça en même temps. Parce que moi, par exemple, moi, je suis journaliste dans une télévision de la place, mais en plus de ça, en dehors de mes heures de travail, j'essaie justement de faire ma propre activité. Donc, c'est-à-dire, je fais de la couture. J'ai appris par des tutos YouTube à faire des accessoires en wax et tout ça. Donc, ça, c'est mon activité d'entrepreneur. Donc, ça, je le fais en dehors, bien sûr, des heures de travail. Mais en plus de cette activité-là de couture, ce que je fais, c'est que je propose de l'assistanat virtuel à certaines personnes. Donc, voici un peu. Je sais que des fois, on me demande mais comment tu arrives à faire tout ça. C'est vraiment la patience, le courage. Et j'ai la chance aussi d'avoir aussi mon époux qui m'aide aussi dans tout ça. Donc voilà, en gros, qui est Prisca de Medeiros. Et voilà. C'est excellent, Priska. Vous arrivez à allier tout ça vraiment chapeau, chapeau. Donc, on va essayer de voir Ndeysatou, si vous, Ndeysatou, vous m'entendez? Oui, allô? Alors oui, nous vous invitons à vous présenter. Allô, oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Léa. J'avoue que j'ai pas encore plongé dans l'entrepreneuriat. Oui, Allô, allô? oui, alors on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui, vous oui, entend. j'y ai pas encore, je suis pas plongée dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Bon, je Mhm. fais du petit commerce que j'allais avec le travail. Je, J'achète des produits naturels, produits transformés, du pain de singe transformé en poudre, des tout et tout, que j'achète là-bas au niveau de Kédougou, des fois du jus au niveau de Ziguinchor, que je revends à des collègues ou à des amis dans le quartier. À part ça, j'ai des projets qui sont pas, je dirais, pour des projets qui sont plutôt du côté social, des projets sur la petite enfance, les jeunes en général, qui sont en phase de gestation. Hein. J'ai passé c'est des projets qui sont bien écrits et tout, bien élaborés et qui attendent peut-être un petit coup de pouce. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête. J'avoue que ces réunions, ces échanges m'aident à avancer un peu plus, à avoir plus confiance et à vouloir plus avancer pour atteindre les objectifs. Donc, je remercie de cette initiative. Je remercie tout le monde. Je remercie les professeurs qui interviennent de temps en temps. Mia, je te remercie aussi, toi qui as eu cette initiative. Donc, merci à tout le monde. Je vous en prie. Alors, j'avais une petite question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous lancer dans ce domaine, avoir ce projet social? J'avoue, je suis travailleur social, Mhm. éducatrice spécialisée. D'accord. Éducatrice spécialisée. Donc, j'ai eu l'expérience, j'ai travaillé presque 10 ans dans le milieu du handicap, Mhm. dans le milieu de la déficience intellectuelle des D'accord. enfants et des jeunes. Mhm. Donc, actuellement, je travaille au niveau du ministère de la Justice pour les enfants, des jeunes, pas en situation de handicap, mais des jeunes plutôt qui sont en danger, des jeunes qui sont témoins, des jeunes qui sont victimes et tout. Donc, tout cela, en plus, j'habite dans la banlieue, dans une zone où
la déperdition scolaire est très avancée. Mhm. Je vois des jeunes à longueur de journée qui passent la journée à errer, à ne rien faire. Et c'est beaucoup de temps. Donc, j'ai beaucoup d'idées pour accompagner ces enfants qui sont en déperdition scolaire très précoce, qui abandonnent très tôt l'école pour aller soit aller chercher de l'argent, ou bien aller errer, ou bien aller s'adonner à des activités qui ne sont pas faites pour les enfants. Exactement. Le gain très tôt de l'argent et qui peut les pousser à la violence, qui peut les pousser à l'agression. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent ici, au niveau de notre zone. Donc, les enfants qui abandonnent très tôt l'école parce qu'il n'y a pas le suivi à la maison, dès qu'ils descendent de l'école, les sacs sont laissés là-bas dans un coin. C'est le lendemain qu'ils reprennent les sacs, les cahiers. Il n'y a pas de suivi. Donc, tout cela me pousse à vouloir quand même faire quelque chose pour accompagner ces enfants, ces jeunes, qu'ils puissent au moins pousser jusqu'à un certain niveau scolaire. Vous voyez, donc, C'est vraiment magnifique comme projet c'est ça. et très ambitieux aussi. En tout cas, oui, c'est ambitieux. Ouais. Et pensez-vous que vous allez pouvoir l'allier facilement avec votre vie conjugale, votre vie familiale? Parce que j'imagine que c'est un projet qui va vous demander, qui va vous demander beaucoup d'énergie. Effectivement. J'avoue que depuis l'école nationale des travaux spécialisés, j'ai un époux quand même qui est formidable, qui m'a toujours soutenu. C'est lui qui, quand même, quand j'ai voulu lâcher, quand j'ai voulu dire que c'est lourd, c'est lui qui me poussait. Donc, j'ai travaillé même dans des ONG où je faisais 4 jours de nuit pour revenir 3 jours de repos. C'est lui qui me poussait. C'est difficile abandonner sa famille mentale. C'est difficile, mais lui, il me poussait. Donc, il me poussait à persévérer. Donc, les enfants aussi, ils comprennent. C'est depuis l'école que j'ai eu ils se sont habitués et ils savent que le moment est dans le social. Exact. C'est vrai que c'est pas évident, mais ils savent le métier que je fais et ils savent que j'ai envie d'aider les enfants. C'est J'ai excellent. envie d'aider ça. Ces personnes. C'est excellent. Voilà, Vraiment, vous allez être une bonne source de motivation pour vos enfants à prendre le bon chemin. Vraiment, c'est très louable. Merci beaucoup. On va voir une autre personne pour la présentation. On a Aïssatou Diop. Alors, pour rappel, le professeur est en retard, donc nous faisons un petit tour de table virtuel afin que tout le monde puisse se présenter. Donc, nous avons Aïssatou Diop, si vous voulez prendre la parole, ou Aminata. Oui. Bonsoir, Aminata. Bonsoir, honorable Nodef. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu? Ça va, vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Machallah, machallah. C'est un plaisir, voilà, de participer à cette rencontre sur Zoom où les gens partagent un peu leur expérience et tout, surtout toi. Et ça fait plaisir aussi de te revoir ici. Voilà, depuis lors, nous nous suivons. Et voilà, nous nous entraidons et tout, et c'est important. Inch'Allah, ce que nous sommes toutes en train d'entreprendre. C'est pas facile, surtout comme tu dis, quand on est marié et qu'on veut faire des choses. Et voilà, parfois, à la limite, on travaille, ensuite on entreprend. Et voilà, on a la vie conjugale, la vie familiale, c'est un peu plus large parce que c'est plusieurs familles et tout. Mais bon, comme tu dis, quand nous avons des époux compréhensifs qui vous accompagnent, qui vous poussent, qui sont un peu plus votre force, je crois que voilà, vous avez le courage d'avancer.
ou parfois vous avez même des frères, des amis qui vous accompagnent, qui vous poussent à aller de l'avant. Voilà, c'est un peu notre force, mais nous avons beaucoup plus de possibilités et d'opportunités parce que les femmes ont été socialisées pour être à la limite partout, entre guillemets. Voilà, donc cela ne nous pose pas de problème. Mais ce qui pose problème peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est un peu les moyens, les financements. Il y a beaucoup de choses qui bloquent, mais il y a des gens qui parviennent avec peu d'avancer avec ce peu et d'essayer de le développer. D'autres ont peut-être de petits soucis de management ou de gestion, par exemple. Donc, je crois que on devrait à un moment donné voir chacune où est le problème, où est-ce qu'on a besoin d'être appuyé, d'être accompagné, d'accord, pour débloquer les choses et que pour mieux développer l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, moi, je pense que c'est ça le levier sur lequel les pays peuvent s'appuyer pour se développer maintenant. Excellent, excellent, Madame Aminata Diallo. J'espère que cette session va vous permettre d'avoir plus de bagages avant de mieux vous retrouver dans votre activité entrepreneuriale. Si vous en avez actuellement d'ailleurs, pouvez-vous nous en parler un peu? Alors, j'ai mis en place il y a quelques temps, j'ai essayé un peu de créer ma propre marque de javel et de savon liquide. C'est pas facile, mais à un moment donné, c'est moi-même qui donnais la formation aux femmes. Et les femmes ne l'utilisaient pas, n'avaient pas perçu l'opportunité qu'il y avait dans ce commerce, dans ce commerce et tout. Alors, c'est comme ça que j'ai saisi l'occasion pour mettre en place. J'avais l'Amina, ensuite savon liquide Amina, d'accord, avec plusieurs parfums. C'est pas facile parce que quand vous entreprenez, la famille, les amis, parfois, voilà, des gens comme nous qui sont politiques, qui sont un peu plus sentimentaux, moi, je pense que le sentiment n'a rien à voir avec le travail. Alors moi, dans ce travail-là, ce qui est mon problème, c'est un peu les sentiments. Ceux qui travaillent dans l'entreprise sont des femmes et des jeunes, voilà, qui ont marché avec moi en politique. Je me dis, c'est la moindre des choses de les accompagner pour qu'ils puissent eux aussi demain pouvoir voler de leurs propres ailes. Alors, les gens ne le comprennent pas comme ça et c'est pas facile de les manager parce que, voilà, vous êtes, voilà, parfois leur mentor politique, parfois leur responsable politique et tout. Donc, pour nous, les femmes politiques, je crois que si nous voulons entreprendre, nous devons aller au-delà de la politique, c'est-à-dire sortir du cadre politique, être dans un cadre entrepreneurial à part. Voilà, c'est ça qui pourrait nous aider à avancer. Donc, moi, j'avais la Mina, voilà, ça, on est sur le marché, mais j'ai pas eu beaucoup le temps de me consacrer à ça. Donc, il y a une gestionnaire carrément, mais vous vous rendez compte que vous mettez les moyens tout le temps, mais à la limite, vous êtes en train, même si vous vendez, mais vous êtes en train de faire du social parce que les gens qui sont avec vous sont des militants, voilà, c'est un peu, mais je suis en train de revoir le concept, d'accord, aller plus loin parce que j'ai d'autres idées, d'accord, pour pouvoir sortir tout ça de la politique et faire de l'entrepreneuriat pur et dur, d'accord, avoir un processus qui nous permet d'avoir une présentation de l'entreprise, des produits, le business plan par exemple. J'arrive toujours pas à avoir le temps de mettre en place un business plan. Alors ça, tout le monde me le reproche, me dit, mais où est ton business plan? Tu vas te baser sur quoi pour dire tu vas vendre tant ou tu vas gagner tant, des choses comme ça. Donc, moi, le problème carrément, c'est de mettre en place un business plan et de repartir encore, d'accord, avec de nouvelles opportunités et sortir tout cela du cadre politique et rester dans un cadre entrepreneurial.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'est excellent, c'est excellent. Merci beaucoup pour votre belle contribution. Alors, nous allons passer au professeur Abraham, qui est aussi en ligne avec nous et qui va nous prodiguer, on va dire, des conseils sur la manière dont on peut gérer notre vie conjugale alliée avec nos activités entrepreneuriales. Professeur, vous êtes là? Merci. Alors, bonsoir à toutes. Et je suis très heureux d'être parmi vous parce que c'est vous qui êtes à l'honneur, les dames, étant donné que principalement il s'agit de votre plateforme avec Madame Dramé Aminata, que je salue au passage, dont je salue également l'engagement, le courage, la détermination, mais également, on va dire, son côté résilient, parce que c'est pas évident. Elle est aussi entrepreneur. Et en discutant avec elle durant les semaines précédentes, je me suis rendu compte qu'elle avait le cerveau qui foisonnait de, de beaucoup de projets. Et ça, c'est vraiment remarquable. Donc, merci à vous, Madame Dramé, pour cette invitation, pour cette émission que vous avez bien voulu organiser et à laquelle vous avez bien voulu nous inviter afin de pouvoir profiter également du partage des uns et des autres, mais je dirais en particulier des dames qui sont à l'honneur aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, nous savons que nous sommes dans un contexte ici socio-économique assez particulier. Parce que tout d'abord, nous ne sommes pas forcément formatés pour pouvoir penser à l'entrepreneuriat. Je m'explique. Nous sommes tous issus d'écoles supérieures ou d'universités ou que sais-je, où on nous a appris certainement notre métier, notre profession, mais on nous a surtout appris à être des employés, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à être utilisées, entre guillemets, par d'autres entreprises ou par d'autres personnes. Alors qu'il y a dans certains pays où on formate plutôt les apprenants pour qu'ils puissent penser d'ores et déjà, depuis qu'ils sont encore étudiants ou alors élèves, à l'entrepreneuriat. Déjà, on leur demande de réaliser des projets, parfois universitaires, académiques, mais des projets également qui peuvent après dériver ou migrer vers un projet professionnel, en fait, qui pourrait être, on va dire, le début, par exemple, d'une start-up ou autre chose. Mais malheureusement, ce n'est pas notre cas ici. Ça fait qu'il y a tellement comment on appelle ça encore, de diplômés, que ce soit en licence, en master, même des docteurs, mais qui sont là, qui chôment parce qu'ils n'ont pas été, en fait, instruits ou alors formés avec cette optique-là d'entreprendre quelque chose et de faire quelque chose de leur propre main ou avec leurs propres compétences, leur savoir-faire. Cela dit, c'est quelque chose auquel on devrait penser parce que de plus en plus, on remarque que dans nos pays, le travail, c'est-à-dire être embauché, c'est quelque chose de très, très difficile. Ce qui pousse parfois certaines personnes à faire tout et n'importe quoi, rien que pour avoir un job et aussi pour le conserver. Mais en réalité, l'entrepreneuriat est quelque chose de vraiment remarquable et de vraiment intéressant parce qu'il permet, comme le disait je ne sais qui encore, pour être riche, il ne faut pas être employé. Quand on veut être riche, quand on veut vraiment avoir de l'argent et profiter de son argent, il faut être entrepreneur. Bon, ça peut paraître paradoxal parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un pays où l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Il y a une intervenante qui l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Les moyens financiers sont difficiles à obtenir. Je me rappelle en 2015, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bien entendu sous l'encouragement ou les encouragements de mon épouse, j'ai ouvert ma structure. J'ai fait plusieurs structures d'accompagnement pour avoir quelque chose, un financement pour pouvoir lancer mon activité afin qu'elle puisse éclore. Mais j'ai rien reçu. Et dans une banque, un monsieur m'a dit, vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose, vous êtes ambitieux, vous avez vraiment de très bonnes intentions, mais je vais vous dire que ici, dans nos pays, dans notre pays en particulier, le Sénégal, nous ne finançons pas les jeunes entrepreneurs. Voilà la réponse cash qu'il m'a sortie. Bon, je suis tombé un peu des nues, c'était quand même une douche froide, mais il avait raison. Il m'a dit, il a ajouté, je préfère vous le dire parce que je sais que personne ne vous le dira. Vous irez, on vous fera tourner en bourrique, mais on ne vous donnera rien du tout. Mais moi, je préfère vous le dire pour que vous puissiez gagner du temps. Et ça m'a fait réfléchir. Donc, le financement, l'obtention de financement est quelque chose de très difficile. Et pourtant, il est reconnu que si vraiment on veut s'épanouir sur le plan professionnel, si on veut vraiment pouvoir vivre réellement de sa passion,
il faut vraiment songer à l'entrepreneuriat. L'autre facteur déterminant dans notre société, dans notre contexte socio-économique et culturel, c'est l'aspect de la vie de famille. Parce que on constate que quand on parle de vie de famille, en général, quand on regarde dans la pratique, c'est surtout les épouses, nos chères épouses et mères, qui sont, on va dire, au four et au moulin. Et je suis parfois heurté de constater que certains maris, certains époux imposent à leurs épouses, à leurs femmes, de s'occuper de la maison, de tout faire, des enfants, de la cuisine, comme si il n'y avait que ça à faire. Et souvent, c'est même avec des femmes qui travaillent comme eux, les maris, mais les maris imposent à leurs femmes de s'occuper de tout ça à la fois. Il m'est arrivé de constater avec beaucoup de dépit que des maris se sont fâchés contre leurs épouses, parfois les ont répudiés parce que simplement, ils se disaient que c'était à la femme de gérer la maison, la cuisine et tout le reste. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais est-ce qu'elle est la seule à devoir faire tout ça, surtout si elle travaille au même titre que l'homme? Je veux dire, surtout si elle est aussi employée dans une entreprise ou dans une start-up au même titre que l'homme. Est-ce que l'homme ne peut pas aussi aider son épouse dans certains travaux ménagers? Bon, certains hommes vont se dire d'où est-ce qu'il vient ce monsieur, mais moi je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal. On l'a épousée, c'est parce qu'on l'aime, notre épouse. Donc, si elle est chargée déjà par le travail, parce qu'elle travaille comme nous par ailleurs, qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, mari ou époux, de les aider dans certaines tâches ménagères ou dans certains travaux, ou alors de leur trouver quelqu'un qui pourrait l'aider afin de pouvoir s'alléger et de pouvoir s'occuper de son travail. Alors, dans notre cas, on parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il est très prenant, il demande beaucoup de ressources, on l'a dit, financières, économiques, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et ça, le rôle principal, en fait, de l'époux, puisqu'on parle ici de femmes entrepreneurs sur notre plateforme, dans ce thème qu'on a abordé, l'époux, pour moi, devrait être le premier à épouser d'abord l'idée de projet de son épouse, de sa femme, mais également à l'y encourager, à la soutenir, à la conseiller, à l'alléger, même s'il ne peut pas le faire lui-même directement, mais à trouver quelqu'un qui pourrait alléger les charges ménagères, par exemple, de sa femme, afin que celle-ci puisse se focaliser davantage sur son activité qu'est l'entrepreneuriat. Bon, ce n'est pas quelque chose de facile parce que beaucoup d'entre vous diront, moi, quand j'étais petit, c'est maman qui gérait tout à la maison. Le papa, lui, c'est lui qui était chargé de faire venir l'argent à la maison parce qu'il travaillait. C'est vrai. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que notre contexte socio-culturel, socio-économique est toujours le même qu'il y a 30, 40 ans en arrière? Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais je pense qu'il y a quand même eu de légères différences. Et légères, mais profondes. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un seul revenu, c'est-à-dire que le mari seul travaille et qu'il arrive à subvenir à tous les besoins de la famille. Ce n'est pas toujours évident. Donc, très souvent, on voit que dans certains foyers, la femme également est obligée de mettre la main à la pâte. Alors, si maintenant elle veut être entrepreneur, cela va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de temps et beaucoup de courage à cette femme. Donc, l'époux ou les époux devraient être les premiers supporters de leurs épouses qui sont entrepreneurs. Donc, voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. C'est sûr que ça va soulever beaucoup de discussions et de débats, mais voilà ce que je voulais partager brièvement avec vous ce soir. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup, c'est vraiment excellent. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez écrire dans le chat ou juste prendre la parole. Alors, concernant votre intervention, d'ailleurs, j'ai une question en rapport à ce que vous venez de dire. Alors, nous avons une Woman Power qui pose la question, comment faire en sorte de ne pas mélanger nos ressources financières issues de notre activité entrepreneuriale que l'on doit investir, que l'on doit utiliser pour investir avec les charges de la famille. Comment on peut arriver à avoir, on va dire, la force de ne pas utiliser cet argent de notre projet pour l'utiliser dans les charges familiales, tout simplement, quand on sait que la vie au Sénégal, c'est un peu dur. On est tenté parfois d'aider le conjoint ou aider un proche. Comment réussir à ne pas flancher? Voilà, donc c'est ça la question d'une Woman Power, exactement. Alors, c'est une question qui est très pertinente. Merci d'abord pour la question parce qu'elle est très pertinente.
On vient de le dire tout à l'heure, notre contexte socio-économique, il n'est pas des plus faciles, il n'est pas des plus évidents. Donc, ça fait que parfois, on veut ce qu'on récupère ou ce qu'on gagne comme bénéfice ou bien plutôt comme chiffre d'affaires de notre business, on est parfois obligé de l'injecter dans les dépenses familiales parce que voilà, il faut bien que les enfants mangent, il faut bien qu'ils aillent à l'école. En cas de maladie, il faut bien les soigner. On ne va pas garder l'argent dans notre caisse d'entreprise alors que nos enfants sont dans le besoin. C'est ça, en fait, la vraie difficulté. C'est une véritable difficulté. Et à vrai dire, bon, on pourrait déjà commencer par, comment dire, par faire le distinguo, c'est-à-dire séparer l'argent de notre business, notre entreprise, hein, le séparer de l'argent voilà, qui est destiné aux charges familiales. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai qu'on peut prendre une caisse et écrire dessus ou bien mettre dessus une étiquette pour dire que voilà, ça c'est la caisse de mon business, de mon entreprise, je ne touche pas à ça. Mais c'est pas aussi évident que ça, comme je le disais tout à l'heure, parce que il y a quand même des réalités ici qui font que, bon, parfois on est quasiment obligé. Mais si on n'est pas obligé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cas de force majeure tels que les cas de maladie de nos enfants ou bien de nos conjoints, ou si c'est pas vraiment, c'est absolument serré que les enfants peut-être n'ont pas mangé depuis 2-3 jours, il est préférable de ne pas toucher et peut-être d'essayer de trouver un autre moyen pour, comment dire, pour pouvoir satisfaire ce besoin ponctuel et urgent que nous avons. C'est pas facile, hein, c'est pas facile de ne pas faire l'amalgame ou même de ne pas toucher à l'argent de la caisse, de notre entreprise, notre startup. Je parle de ça en connaissance de cause, hein, parce que comme je vous l'ai dit, mon épouse, elle est serial entrepreneur parce qu'elle, les idées également de projets, ça foisonne dans son esprit. Donc, ça n'a pas toujours été facile pour nous-mêmes. Donc là, je parle de ce que nous avons vécu ou ce que nous vivons même parfois. C'est pas toujours évident. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement. Alors, je vais poser une question qui est dans un autre registre et qui m'a été rapportée aussi par une Woman Power qui demande la question quelle attitude adopter pour mieux concilier la vie conjugale et entrepreneuriale? Quels sont les obstacles qui affectent la vie conjugale d'une femme entrepreneur? On va dire une personne qui, dans le futur, peut se marier et qui est actuellement entrepreneur. Quels sont les obstacles qui vont se dresser sur son chemin? Donc, je disais que ayant une épouse entrepreneur, je sais par expérience que c'est pas facile de ne pas puiser dans la caisse ou dans le porte-monnaie, si vous voulez, le portefeuille de notre start-up, notre entreprise. C'est pas facile. Mais je disais donc, pour conclure cette partie, que ce qui pourrait être utile, parce que il y a des cas de force majeure. Mon enfant est malade, j'ai pas d'argent moi-même dans ma poche, mon époux n'en a pas, mais on va prendre à la caisse, forcément, parce que c'est une vie qui est en jeu. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est de pouvoir remplacer tout de suite après cet argent qu'on aura puisé, qu'on aura pris. Parce que c'est grâce à cela, peut-être qu'on va essayer, bon, après, ça dépend du service ou du produit que l'on vend, mais qu'on pourra effectivement se réapprovisionner par rapport à notre business et continuer notre activité entrepreneuriale, ce qui n'est pas facile. Hein. Je répète, c'est plus facile en théorie qu'en pratique. Ça, je vous l'accorde, madame, qui a posé la question. Donc, maintenant, pour revenir à la question, si j'ai bien retenu, c'est quelle difficulté y a-t-il à concilier vie de famille et puis entrepreneuriat? C'est bien ça ou Exactement, ouais, exactement. Bon, alors déjà, il y a une grande différence pour ce qui est de notre contexte socio-culturel avec peut-être d'autres pays, hein, l'Occident, etc. Pourquoi? Parce que simplement, dans ces pays-là, les femmes sont au même titre que les hommes incitées, encouragées, exhortées à aller travailler comme leur mari, donc toute la journée, elles reviennent et là, dans ce cas de figure, les deux vont cuisiner ou bien même la femme va dire à son mari, écoute, durant 3 jours, ce sera toi et durant 3 jours, ce sera moi. Le dernier jour, dimanche, on sort ce qu'il y a au frigo, on réchauffe et puis on mange. Mais vous comprenez bien que dire cela ici, ça peut choquer, ça peut heurter les sensibilités parce que ce n'est pas notre contexte, on va dire, culturel, socio-culturel. Mais quand même, étant donné que les choses ont beaucoup changé et que une source de revenus peut difficilement gérer une famille,
il serait bien qu'il y ait un changement de mentalité, surtout chez nous les hommes. C'est-à-dire accepter que nos époux déjà travaillent, que ce soit comme employés, mais ici, on parle surtout d'entrepreneuriat, donc comme étant entrepreneur, sachant qu'une entrepreneur, l'entrepreneuriat demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et il serait très difficile pour l'épouse, pour la femme qui est entrepreneur, de pouvoir en même temps satisfaire tous ces petits besoins de monsieur son mari. Je veux que mon repas soit prêt dès que j'arrive le soir à la maison. Il faut que tu m'apportes toi-même, je sais pas, là, sur la table, que tu mettes à côté de moi, que tu me fasses du des trucs comme ça. Bon, c'est très bien. Moi, j'adore ça aussi. Mais est-ce que ce sera toujours possible à cette femme qui est entrepreneur de le faire? Il faudrait également un peu de flexibilité de la part de l'homme. Donc, moi, je pense que le premier facteur, en fait, déterminant dans ce qu'il y a comme difficulté pour nos femmes ici entrepreneurs, c'est l'aspect, on va dire, culturel. Que les maris acceptent de donner un coup de main quand ils le peuvent, bien sûr, à leurs épouses pour les alléger un peu. Ne pas toujours penser que c'est toujours elle qui doit tout faire, tout gérer. La maison doit être propre tous les jours. Il faut que mon repas soit prêt à l'heure habituelle. Il faut que les enfants, etc. Bon, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, hein. C'est très bien. Mais il faudrait également un peu de souplesse de la part des hommes, et ce n'est pas toujours le cas. Et il y a aussi des hommes qui sont un peu jaloux, on va dire, de leurs épouses, qui sont entrepreneurs et dont le business marche. Ça, il faut le dire également, parce qu'ils se disent que, bon, une femme, une épouse financièrement autonome est une épouse qui potentiellement peut nous dire « ciao, bye bye, je m'en vais ». Ou bien, voilà. Donc souvent, ces hommes ont pour mentalité de se dire « bon, je vais maintenir mon épouse sous ma coupole, sous mon autorité, d'accord, en la maintenant financièrement. C'est-à-dire qu'elle va dépendre financièrement de moi. » Donc, il y a des époux également pour lesquels c'est compliqué. Ils n'acceptent pas de voir leur femme évoluer financièrement, de voir leur business éclore et réussir. Donc, mais en fait, c'est plutôt un aspect culturel, on va dire, socio-culturel qui est là, qui est peut-être le premier facteur, je pense, dans nos pays, dans le nôtre en particulier, pour ce qui est en fait des difficultés en rapport avec l'entrepreneuriat des femmes. Bon, après, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi l'aspect financier, bon, pour ce qui est des financements, etc. Mais il y a surtout l'aspect socioculturel, on va dire. Parce que gérer les enfants et tout le reste, en général, c'est nos chères épouses qui le font. Et elles le font très bien d'ailleurs. Excellente contribution, cher Abraham. Merci beaucoup. Merci beaucoup.